Je la sens vivante, très vivante et tout près de moi. Je voyais tous les jeunes très enthousiastes et en grande admiration devant cette sœur. Nous l'aimions vraiment beaucoup. J'admirais son humilité, son silence, sa vie cachée. Papa m'a toujours dit qu'elle avait abandonné toute cette richesse pour pouvoir alors mieux servir les pauvres. Nous sentions qu'elle nous appartenait. Nous sommes en pleine révolution industrielle, à une époque où la science pensait pouvoir donner une réponse définitive aux mystères du monde, et où la morale de beaucoup de personnes s'appuyait sur une sagesse détachée du message du Christ. Sœur Thérèse de Valsey-Pantellini naît dans une famille riche de la bourgeoisie milanaise, semblable uniquement aux familles les plus riches d'Italie. Et c'est dans ce contexte de richesse et de bien-être que mûrit son choix de passer inaperçu. Ce choix marquera tout son apostolat. Je suis la fille de la nièce de Sœur Thérèse. Et mon père est Joseph Valsey-Pantellini, qui était le fils du frère de Sœur Thérèse. Et avec moi vivent encore ma sœur Patricia et ma mère. Certains pensaient, la famille étant de Rovigo, que son nom était typiquement vénitien. Au contraire, à l'hôtel de ville de Rovigo, où l'on trouve l'acte de naissance du bisaïeul, on découvre qu'il est un vachère, fils d'une personne venue en Italie, à la suite de Napoléon, et qu'il est donc d'origine française. Le père de Sœur Thérèse était parti de l'Italie en 1848 pour des motifs politiques, parce qu'il avait participé à un mouvement révolutionnaire. Cependant, quand il a dû s'enfuir de Rovigo pour ces raisons, il est allé en Suisse, avec un ami qui se nommait Pantellini. Mais cet ami Pantellini est mort par la suite. De la Suisse, il est alors parti en Égypte avec le nom de Pantellini. Il avait pris les documents de cet ami. Quand il est retourné en Italie à la fin du XIXe siècle, après l'unité de l'Italie, il a demandé de porter les deux noms, Valsey-Pantellini. Par décret royal du 23 octobre 1881, Sa Majesté le roi Umberto lui a permis d'ajouter le nom de Pantellini. Et le choix d'avoir fui en Égypte est un peu lié à l'époque. Dans les études faites à Rovigo, on remarque que plusieurs personnes de la Vénétie se rendaient en Égypte. Le père de Sœur Thérèse s'est trouvé en Égypte juste au moment où l'on a ouvert le canal de Suez. Il avait ouvert des auberges, des restaurants où il servait de la cuisine italienne, et c'est ainsi qu'il était devenu riche. Au Caire, il épousa la noble Joséphine Villigny, et avec elle, il aura 3 enfants, Italo, Thérèse et Joséphine. Thérèse est née à Milan le 10 octobre 1878 dans la maison de ses grands-parents maternels. Et elle reçut le baptême dans l'église de Saint-François de Paule. Cette église fut construite en 1728 par des religieux fondés par Saint François de Paule. En 1882, prévoyant des mouvements xénophobes qui envahissaient l'Égypte, Joseph transféra définitivement sa famille en Italie. Premièrement à Milan, en 1883, puis à Florence, rue Cavour, et ensuite en 1885 à Saint-Dominique-Fiesole, villa du repos des évêques. Quand la famille est venue habiter à Florence, le père de Thérèse n'était pas trop bien, et donc ses enfants furent envoyés dans des collèges de Florence. Thérèse et Joséphine furent envoyées à Poggio Imperiale, qui était une maison d'éducation pour jeunes filles. Leur frère, mon grand-père Italo, fut placé à l'abbaye fiesolane.
Et là, ils sont allés très jeunes parce que sœur Thérèse était née en 1878. Et en 1890, quand son père est mort, elle n'avait que 12 ans. Son père est mort seulement 7 jours après l'entrée de Thérèse à Poggio Imperiale. Nous lisons dans une lettre à son frère Italo. « Je l'aimais tant, il fut enlevé si rapidement à notre amour que désormais, je te le dis sérieusement, je ne pourrai plus jamais être heureuse. Je me sens prise d'une si grande tristesse qu'il me semble ne plus pouvoir vivre. » Il y a environ 25 ans, Mère Emilia Anzani, secrétaire générale de l'Institut, me confia la tâche de faire une série de diapositives pour faire connaître la figure et le message de sœur Thérèse Valsé. Je me suis rendu à Fiesole, en haut de Florence, dans la villa Le Repos des Évêques, où la petite Thérèse a passé son enfance. Guidé par la fille de l'administrateur de la propriété, j'ai pu voir la chambre des parents, où le père est mort, et admirer le beau jardin avec les magnifiques allées, qui, à la tombée du jour, semblaient encore résonner des rires des 2 enfants et du son du gong qui les appelait pour le repas. Vedere anche il gong che li richiamava per il pranzo. Après la mort de son père, Thérèse mûrit dans cette spiritualité de tout faire par amour pour Jésus. Le 29 mars 1891, la veille de sa première communion, la jeune fille promet de se consacrer au Seigneur Jésus par le vœu de virginité, même si elle ne comprend pas encore très bien ni la valeur ni l'importance de cet acte solennel. À 15 ans, la petite Thérèse passe du collège de Poggio Imperiale à celui des Dames du Sacré-Cœur. Elle gagne bien vite la sympathie de toutes à cause de sa vivacité et de sa sollicitude envers chacune de ses compagnes. Continuando il mio percorso storico, ho raggiunto la villa di Poggioreale. Continuant le parcours historique, on rejoint Thérèse à la villa de Poggioreale, à La Rufina, située sur une colline toscane, achetée par Madame Valsé après la mort de son mari. C'est un monument national et un bijou artistique des années 1500, où la jeune Thérèse passera ses vacances d'été. On voit le salon des fêtes où chaque année la maman, femme de la haute société, recevait les personnes nobles, avec la participation sereine et complaisante de Thérèse. La cuisine où chaque soir la demoiselle se rendait pour échanger quelques bonnes paroles avec les servantes et réciter ensuite avec elles le chapelet à genoux par terre. On voit aussi le petit coin de travail où elle préparait des vêtements pour les pauvres. Il y avait à l'extérieur, sous le grand escalier qui donnait accès à la villa, à côté de l'entrée pour les domestiques, le fameux hangar où elle cachait les choses à distribuer aux pauvres. Elle se levait à 4 heures du matin sans que sa maman s'en aperçoive pour participer à la Sainte Messe quotidienne, empruntant le raccourci qui la conduisait directement à l'église paroissiale. On peut donc se représenter comment Thérèse vivait dans une famille si unie. Du reste, les échanges de lettres avec ses frères en témoignent. Les expressions sont imprégnées d'une telle affection et d'une telle douceur qu'on les croirait d'une autre époque et d'un autre monde. Accepte, chère petite maman, ma toute belle, ce brin de myosotis peint par ta petite Thérèse pour que tu ne l'oublies pas. Je t'envoie aussi beaucoup de baisers et de bons souhaits. Cher petit Italo, regarde le papier élégant avec lequel je t'écris. Vois-tu ces 2 oiseaux qui s'embrassent? C'est toi et moi qui nous embrassons. La petite Thérèse est déjà malade. Une forte anémie lui provoque des maux de tête continus. Pour cette raison et pour que son frère Italo puisse continuer ses études dans la capitale, en 1897, la famille se transporte à Rome. Thérèse est très heureuse d'habiter dans la ville éternelle, au cœur de l'Église catholique. Thérèse, avec sa famille, va vivre au numéro 1B de rue Gaeta,
Actuellement, ce numéro n'existe plus. La providence de Dieu a voulu qu'au début, la nouvelle habitation de la famille se trouve près de la gare Termini, où Don Bosco a construit la basilique du Sacré-Cœur de Jésus. La rencontre avec les Salésiens de Don Bosco se fait par l'entremise du père Frédéric Bedeschi. Thérèse cherchait un institut religieux pour la petite cousine âgée de 6 ans, et le prêtre lui indiqua l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice de la rue Marguerre. La rencontre quotidienne avec les sœurs salésiennes, ce nouvel ordre religieux fondé depuis seulement 25 ans, confirme la vocation religieuse de la jeune fille et bientôt son désir secret et deviné par la famille. Les filles de Marie Auxiliatrice sont un ordre religieux pauvre, sans aucun prestige, et elles sont engagées parmi les jeunes filles de conditions sociales très pauvres. Pour cette raison, la vocation religieuse de Thérèse est discutée dans sa famille. Même son confesseur lui propose d'étudier à fond la règle des sœurs Marcellines de Milano, ou encore celle des Dames du Sacré-Cœur. Ordre religieux plus conforme au rang social de la jeune Thérèse, mais sa fermeté lui fait prononcer des paroles non équivoques. Tout ce qui fait partie de la vie salésienne me va très bien, parce que Jésus me veut ici et non ailleurs. Je sais que c'est ici que je vais lui faire plaisir. Peu de temps après, la famille est transférée dans un autre secteur de Rome, sur le boulevard Victor-Emmanuel. Thérèse, pour approfondir la connaissance de la langue française et allemande, fréquente comme externe une école à Trinità dei Monti que dirigent les Dames du Sacré-Cœur. Elle visite souvent sa sœur qui se trouve là pour étudier. Sûrement, elle prie dans cette église et dans la petite chapelle ancienne avec l'image miraculeuse de Marie, Mère admirable. Le 24 novembre 1899, dans la somptueuse maison du boulevard Victor-Emmanuel à Rome, la maman de Thérèse meurt. C'est un coup dur pour elle, mais la douleur la fortifie jour après jour, dans sa détermination de se faire sœur. Quand Thérèse frappe à la porte des filles de Marie Auxiliatrice de la rue Marguerre pour être reçue parmi elles, la supérieure ne lui ouvre pas subitement la porte toute grande, mais elle demande encore à la jeune fille de prier, réfléchir et de se présenter au père Jean Marinque, au provincial des Salésiens. Dans les longues conversations qu'il aura avec elle, il la met durement à l'épreuve, lui faisant entrevoir toutes les difficultés inhérentes à son choix. Et finalement, dans une longue lettre à son frère Italo, Thérèse révèle sa volonté irrévocable de se donner au Seigneur en entrant parmi les filles de Don Bosco. Thérèse Valsé-Pantelligni est entrée dans l'institut au numéro 65 de la rue Marguerre. Mais alors, il n'existait qu'une partie de cette maison. Nous lisons dans la chronique de ce temps-là, 1er février 1901, Mademoiselle Thérèse Valsé-Pantelligni de Florence est entrée comme postulante. Depuis longtemps, elle aspirait à être admise dans notre congrégation. Elle fut envoyée comme novice à Bosco Parazio, une villa située sur le Gianicolo. Thérèse commence son œuvre d'éducation organisant des rencontres dans le parc de Villa Parazio, débutant une école de chant et organisant de petits spectacles. L'impétuosité et l'indiscipline des jeunes filles lui jouent souvent de mauvais tours. Mais le calme, la patience de Thérèse et le souvenir de l'œuvre de Don Bosco avec les jeunes garçons des prisons de Turin réussissent vite à lui faire retrouver l'harmonie et la sérénité. À cause de sa profonde culture, elle accepte très tôt d'enseigner aux autres novices et en même temps, elle se prépare à passer un examen d'État qui lui permettra d'enseigner aussi aux jeunes filles. En 2002, elle obtient le diplôme d'école complémentaire. Peu de temps après, le parc de Villa Parazio devient insuffisant pour accueillir les jeunes filles de Trastevere et les nombreuses novices. On trouve une nouvelle maison dans la rue Lungara. Mais où trouver l'argent nécessaire pour l'acheter ? 70 000 lire est une somme énorme à cette époque. Don Michel Roy, premier successeur de Don Bosco, visite la maison et il en approuve l'achat. À ceux qui lui exposent la difficulté du prix, il répond « Priez Saint-Joseph ». Et justement, le 19 mars, fête de Saint-Joseph, la Banque d'Italie permet de signer le contrat. Le déménagement se passe comme une fête et même Thérèse transporte sans s'épargner des briques et du plâtre.
Cependant, sa santé devient toujours plus précaire, au point que les supérieurs décident de l'envoyer dans le Piémont où elle devra se préparer à la profession religieuse précédée d'une retraite spirituelle. La joie de Thérèse est immense. Elle ira dans la terre de Don Bosco. Elle pourra visiter le Val d'Occo, où le saint a tant prié et où il a eu ses visions. La chronique du 27 août 1903 rapporte « Mère maîtresse et sœur Thérèse Valsé arrivent à Nizza pour la retraite spirituelle à la fin de laquelle Thérèse fit sa profession religieuse. » Après sa première profession, sœur Thérèse retourne à Rome à la maison de la Lungara. La maison des sœurs est sur le territoire de la paroisse de Sainte-Dorothée. Le curé de cette paroisse de 1896 à 1907, le père Simplicio Bonafede des frères mineurs conventuels, est un personnage très connu. Et c'est justement durant son mandat que les sœurs salésiennes viennent dans sa paroisse, là où se trouve actuellement l'université John Cabot. Dove attualmente c'è la John Cabot University a Via della Lungara, le suore salesiane. Et c'est dans ce lieu que la vénérable Thérèse Valsé demeura de 1904 à 1907. Era l'insorgere dopo. Après l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII, publiée en 1891, nous sommes à l'époque de l'associationnisme ouvrier. Dans un tel contexte, la paroisse de Sainte-Dorothée devient le centre d'un associationnisme renaissant, aussi bien laïque que religieux. Di questo associazionismo laicale e religioso rinascente. L'église est pratiquement l'unique pôle d'attraction des sœurs salésiennes qui habitent à quelques pas. Il va s'établir entre elles et le curé responsable une étroite collaboration. Chaque jour, les sœurs conduiront à la paroisse de nombreuses jeunes. Cette église est demeurée identique. Le baptistère est toujours le même. La vénérable Thérèse Valsé a sûrement prié devant ce tableau d'un auteur romain inconnu du 5e siècle, qui représente la Madone du divin amour. Les confessionnaux sont les mêmes. La statue de Notre-Dame des Douleurs, le crucifix et la statue de Saint Joseph étaient déjà présents du temps de la vénérable Thérèse Valsé. Nous avons ici la mémoire visible de ce qu'a pu être le contenu concret de sa dévotion. La memoria visiva di quello che può essere stato il contenuto concreto della sua devozione. Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui témoignent de l'ambiance et de la mémoire de sœur Thérèse Valsé Pantellini au patronage de la rue de la Lungara. Je peux dire avec satisfaction que je suis une fille du patronage de ce temps-là. J'ai connu la maison de la rue de la Lungara, au numéro 233, en 1937-1938. Ici, j'entendais les anciennes du patronage qui parlaient beaucoup d'une certaine sœur Thérèse Valsé Pantellini, qui était de famille noble, mais elle disait qu'elle faisait toujours les travaux les plus fatigants, les plus humbles, toujours avec la sérénité et le sourire. À droite, il y a une petite habitation avec des fenêtres basses. La dernière à droite, c'est celle de la chambre de sœur Valsé. Elle n'est toujours pas habitée, mais à l'époque, on la considérait comme une relique. Après un peu de temps, je décidai moi aussi d'entrer en congrégation. Et les supérieurs m'ont permis de passer 2-3 mois ici, dans la maison près du patronage, pour me permettre de me détacher peu à peu de ma famille. Cependant, elles me mirent à dormir dans la chambre de sœur Valsé, et durant ces nuits, je ne dormais pas, je pensais toujours à sœur Valsé. J'étais vraiment impressionné par la grandeur de cette personne. Aujourd'hui, les objets qui ont appartenu à sœur Thérèse Valsé se trouvent à la maison générale. Nous entrions là pour jouer. À droite, dans mon temps, cet endroit s'appelait le verger de Caïn parce qu'il ne donnait pas de fruits. Et au milieu, il y avait un grand carrousel
ou c'est un miracle qu'aucune de nous ne soit morte, parce que l'on courait comme des défoncés, et même si l'on nous répétait « doucement, doucement », nous continuions de tourner ce carrousel avec tant de force. Nous, les plus grandes, nous nous sentions vraiment grandes, et la petite, nous l'appelions à la manière trastevérine, la pipinara de Trastevere. Ici, nous jouions, nous écoutions l'assistante. Ensuite, nous montions dans la salle, parce que là où est la statue de Don Bosco, il y a au centre un double escalier qui nous conduit au portique. Alors il y avait la salle, et lorsqu'il pleuvait, nous étions couvertes, et là encore, il y avait le théâtre. Ici, nous commencions à monter, et là, plus haut, il y avait le bureau de la directrice. Parce que je savais jouer du piano un peu, les sœurs m'ont tout de suite invité à jouer et à étudier la musique. Elles me disaient « Tu vois, ce piano est celui de sœur Thérèse Valsé. C'est la dot qu'elle a apportée à la congrégation lorsqu'elle est entrée. Et moi, je voulais toujours étudier là, et de temps en temps, je regardais les touches du piano et je revoyais cette jeune sœur qui jouait. Je leur ai même dit « Est-ce que vous voulez me vendre ce piano ? Je vous paierai ce que vous voudrez. » Mais elles me répondirent « Si tu veux l'autre piano, nous te le vendons, mais celui-ci non, parce que sœur Valsé va un jour être élevée aux honneurs des autels, et ce sera pour nous une grande relique. Alors je m'en achèterai un neuf, et celui de sœur Valsé ou rien, et je l'ai laissé. » Dans la maison située rue de la Lungara, sœur Thérèse retrouve les mêmes difficultés. Il n'y a jamais assez d'argent et certains habitants du quartier sont opposés à l'œuvre. On transforme une vieille étable en chapelle. L'optimisme de sœur Thérèse est si grand qu'il lui fait même dire « Notre petite église peut rivaliser avec une cathédrale ». Ce sont les années difficiles pendant lesquelles l'anarchie se propose d'effacer le principe fatal et maudit de l'autorité, autant humaine que divine. Trastevere éclate de rébellion et de mauvaise humeur. Sœur Marie Genta, une supérieure courageuse, se résigne même à l'idée de renoncer. Pourquoi ne pas intensifier notre prière ? Propose sœur Thérèse. Nous sommes dans les mêmes conditions que Don Bosco. N'est-il pas arrivé lui aussi au bord de la défaite ? Au procès pour la béatification, sœur Genta affirmera que si elle n'avait pas eu à son côté l'aide et l'encouragement de cette jeune sœur, elle n'aurait pas pu continuer l'œuvre et elle aurait fermé cette maison. Sœur Valsé, c'est notre directeur spirituel, Père Pierre Schinetti, un Salésien qui nous l'a fait connaître. À la maison de la Lungara, on gardait toutes ces reliques dans une armoire. Il y avait là une relique où l'on avait déposé les os de sœur Valsé quand on l'a exhumée. Et moi, un jour, je suis allé là et j'ai coupé un petit morceau du drap et je l'ai attaché à une image que j'avais de sœur Valsé. En 1968, j'étais malade, mon poumon gauche était plein de liquide. J'avais cette image de sœur Valsé, je l'ai prise et je me la suis mise sur l'épaule, comme ceci. Et je suis allé me coucher et j'ai tant prié sœur Valsé. Le matin suivant, quand je me suis réveillé, la petite image était complètement mouillée. Je suis allé à l'hôpital et la doctoresse m'a fait passer des radiographies et m'a dit « Tu n'as rien ». « Oh, heureusement », lui ai-je dit. Et alors ma pensée est allée aussitôt à sœur Valsé. Je lui ai dit « Est-ce que vous pourriez écrire cette constatation ?»« Non », me dit-elle, « je ne peux pas le faire parce que j'ai vu seulement à travers les rayons, alors que pour certifier, il faut une radiographie. » La tuberculose, contrôlée depuis des années, éclate soudainement et sœur Thérèse retourne au Piémont. À Diano d'Alba, elle semble reprendre des forces pour un peu de temps et elle a encore la force d'enseigner le chant à un groupe d'enfants pour la fête de l'Assomption. Entre-temps, elle se prépare à renouveler ses vœux à la retraite spirituelle à Nizza Monferrato. J'étais jeune sœur, étudiante, et durant l'été, je m'engageais avec les jeunes de ce lieu pour faire ce que l'on appelle aujourd'hui un camp d'été. J'entendais les sœurs plus anciennes me parler de la présence de sœur Thérèse. Les sœurs m'avaient fait voir la chambre où sœur Valsé dormait. Elle me racontait sa vie simple, humble, silencieuse. Elle venait à Diano parce que c'est le pays du raisin, le dolcetto. Et les supérieurs l'envoyaient là, à l'automne, pour faire une cure avec ce bon raisin.
La cure du dolcetto doit se faire vraiment en commençant par manger une grappe de raisin, puis 2, puis 3, jusqu'à ce que l'on arrive à en manger 1 kilo ou 2, puis on diminue peu à peu. C'est ainsi que la cure devient plus efficace pour les personnes souffrant de dépression et pour les personnes malades ou affaiblies. Cette cure fait beaucoup de bien. En 1906, Thérèse maigrit et pâlit à vue d'œil. On l'a mit à dormir dans ce nouveau dortoir qui est plus aéré. Et là, elle s'approchait de la fenêtre pour saluer les enfants. Nous sommes en 1907, l'année de sa mort, et la chronique raconte, le 25 avril 1907 à 16h, Mère Gent, qui était alors maîtresse des novices, et Sœur Thérèse Valsay arrivent du noviciat et à 20h, elles repartent pour Turin. Sœur Teresa Valsay, le quali poi partono alle ore 20 per Torino. Thérèse a l'intuition qu'elle ne retournera plus. Elle ne se fait pas illusion, car elle sait sa maladie incurable. Elle-même, avec son incroyable sens de l'humour, dit « Le Seigneur m'a aidé, et maintenant je suis prête pour 3 choses. Mourir, rester longtemps malade ou guérir. » Puis, avec un grand sourire, elle ajoute « Bon, l'une des 3 se réalisera, n'est-ce pas ?» À Turin, on la met dans l'infirmerie de la maison Marie Auxiliatrice où son frère Italo et son épouse Margherita viennent lui rendre visite. Dans une chambre à côté d'elle, Sœur Giovannina Lenci est aussi alitée. Celle-ci se recommande à Don Bosco pour sa guérison. Une nuit, Sœur Thérèse rêve que le fondateur des Salésiens vient la voir. Elle le reconnaît aussitôt et elle lui dit « Ce n'est pas moi qui veux être guérie, c'est Sœur Giovannina dans la chambre d'à côté. » Le jour suivant, Sœur Giovannina abandonnera ses béquilles et se lèvera de son lit. Le 29 août, elle demande le sacrement des malades et le soir du 2 septembre, son état s'aggrave. Durant sa longue agonie, elle a encore la force de laisser quelques recommandations à son frère, à sa sœur et à son beau-frère, et à toutes les consoeurs. Elle demande une horloge et elle fixe les aiguilles à 7 heures. « Mais il est minuit, lui dit-on. « C'est vrai, répond-elle, mais c'est bien ainsi. » Avant de mourir, elle invoque Jésus, Marie Auxiliatrice et Don Bosco. Elle étend les mains vers eux, elle les voit. « Ils sont là, dit-elle. « Ils viennent te chercher ?» demande Sœur Genta. « Non, ils sont là, et ils m'appellent. »« Va donc, s'ils t'appellent, va. » Elle tient bien serré le crucifix dans sa main gauche, et alors qu'avec sa main droite, elle bouge les doigts comme si elle jouait du piano. « Sœur Thérèse, lui demande une sœur, tu joues du piano pour la Madone ?» Elle n'obtient pas de réponse. Le mouvement des doigts se ralentit de plus en plus. Thérèse cesse de respirer. Il est 7 heures du matin le 3 septembre 1907. La dépouille est portée à la maison mère de Nizza Monferrato. L'actualité du message de Sœur Thérèse Valsay est à chercher dans l'ampleur des horizons missionnaires qui ont guidé son existence et qui l'ont fait rêver à la Chine comme terre pour sa mission future. Il se trouve en particulier dans la quête du chemin de l'humble amour. Pas de l'humilité qui offusque l'intelligence, qui brime l'imagination ou qui éteint l'originalité personnelle et fait fuir les responsabilités, mais plutôt dans le sens de l'absence de prétention et dans l'attention aux autres. Sociabilité, combler d'affection prévenante, l'humilité comme vertu sociale. Cette humilité que Sœur Thérèse exprimait avec humour. Fleur de cyclamène, non, je ne veux pas servir ce monde qui nous manipule comme des marionnettes.